Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Maya Johnson, une femme noire de 38 ans, entra dans la First National Bank of Chicago avec une assurance tranquille. Ses pas résonnaient légèrement sur le sol en marbre poli, chaque mouvement empreint de la confiance forgée par des années de travail acharné. Sa coiffure était impeccable, ses cheveux soigneusement relevés en un chignon élégant qui mettait en valeur son visage déterminé. Elle portait une veste bleu marine parfaitement ajustée, dont les coutures fines trahissaient une qualité rare, et un sac en cuir noir soigneusement posé sur son épaule. C'était un matin d'automne, la lumière dorée du soleil filtrait à travers les larges baies vitrées du hall, créant des éclats chaleureux sur les surfaces lisses. Le silence était ponctué par le murmure des conversations entre clients et conseillers, le cliquetis des claviers et le léger bourdonnement des climatiseurs. Le parfum subtil d'un nettoyant désinfectant flottait dans l'air, mêlé à celui, plus vif, du café fraîchement préparé dans le café adjacent. Maya serra entre ses doigts un dossier épais, parfaitement organisé, avec des feuilles soigneusement classées, documents fiscaux, relevés bancaires, lettres d'emploi et une lettre d'engagement du prêteur. Ce dossier représentait bien plus qu'un simple papier. C'était la preuve tangible de ses efforts, de ses sacrifices, de ses nuits sans sommeil pour faire croître sa start-up technologique en pleine expansion. Alors qu'elle avançait vers la réception, elle croisa quelques regards, la plupart indifférents ou distraits, certains curieux, d'autres distraits par leur propre quotidien. Maya sentait ce mélange d'excitation et de nervosité l'habiter, mais elle le maîtrisait avec professionnalisme. Elle posa son dossier sur le comptoir en bois verni, juste en face de James Carter, son conseiller bancaire. Un homme dans la quarantaine, élégant, au sourire affable qu'elle avait appris à apprécier lors de leur précédente rencontre. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, une silhouette imposante s'approcha brusquement. Greg Walters, l'agent de sécurité, un homme blanc d'une 50aine d'années, au visage fermé, s'arrêta juste à côté d'elle. Il ne prit même pas la peine de la saluer. Son regard était dur, froid, chargé d'une suspicion muette. « Madame, vous devez me suivre, s'il vous plaît. » Maya cligna des yeux, figée un instant par l'étonnement. « Excusez-moi » demanda-t-elle, la voix calme mais ferme. « Pour quelle raison ? J'ai un rendez-vous officiel avec Monsieur Carter. » Le ton de Greg restait sec, implacable. « On m'a dit que vous aviez un comportement suspect et que vous essayiez d'accéder à des documents sensibles sans autorisation. » Maya sentit son coeur se serrer. Un mélange d'incompréhension et de choc monta en elle. Son dossier, son identité, tout avait été vérifié plusieurs fois par téléphone la semaine précédente. Ce n'était pas une simple visite, c'était la concrétisation d'un rêve. Elle fronça les sourcils, son regard se durcissant. Elle sortit calmement sa pièce d'identité et la tendit à James Carter, qui s'était approché à son tour, visiblement embarrassé. « James, vous me connaissez » dit-elle d'une voix qui se voulait posée, mais dans laquelle perçait une pointe d'injustice. « Je suis cliente ici depuis des années. Pourquoi cette accusation ?» James baissa les yeux, mal à l'aise sous le regard perçant de Greg, qui attendait une confirmation pour agir. Après un instant lourd de silence, James soupira, le visage crispé. « Désolé, Maya, dit-il finalement, la voix presque faible, mais je dois suivre les procédures. »« Greg, faites ce qu'il faut. » Greg attrapa le bras de Maya. Pas avec brutalité, non. Mais avec cette fermeté glaciale qui ne laissait aucun doute, elle n'avait plus le choix. « Madame, vous devez sortir. Maintenant. » La voix du garde était plate, sans émotion. Comme s'il demandait à une cliente de libérer une place de parking, et non à une femme respectée de quitter les lieux comme une criminelle. La main de Greg sur son bras, large, rugueuse, contrastait violemment avec la finesse de la veste de Maya, soigneusement choisie pour cette occasion professionnelle majeure. Elle recula légèrement, tentant de garder son équilibre physique et émotionnel. « Non, je n'ai rien fait de mal » protesta-t-elle, la voix claire, mais tremblante, étranglée par une indignation mêlée de douleur. Elle jeta un regard autour d'elle, implorant une once de solidarité. Les regards étaient là, des visages pâles, surpris, gênés, mais aucun ne bougea. Certains détournèrent le regard avec hâte, comme pour fuir leur propre culpabilité, d'autres fixèrent leurs écrans de téléphone ou baissèrent les yeux. Le silence était plus cruel que 1000 insultes. Dans ce hall baigné de lumière et de marbre, Maya se sentit soudain minuscule. Transparent.
L'élégance de ses vêtements, la rigueur de son dossier, son nom, sa réussite, rien n'avait de poids devant les soupçons infondés du garde. Elle n'était plus Maya Johnson, entrepreneuse brillante, mais une silhouette noire à évacuer. Greg le escorta vers la porte. Les talons de Maya claquaient sur le sol comme un glas, résonnant dans ce silence gêné, chargé d'une tension que personne ne voulait confronter. À l'extérieur, l'air était plus frais, mordant. Les voitures passaient dans un ballet indifférent, les passants marchaient, absorbés par leur quotidien. Greg la lâcha enfin. « Si vous refusez de partir, j'appelle la police. » Maya fixa l'homme, son cœur battant à toute allure. Elle sentait l'humiliation pulser dans sa gorge, comme un cri qu'elle retenait de toutes ses forces. Mais elle ne pleurerait pas. Pas ici. Pas devant lui. Elle inspira profondément. Sa voix, cette fois, était plus stable, posée avec une dignité glaciale. J. Swiss Maya Johnson, PDG de Johnson & Baschens. Je suis venue ici finaliser un prêt pour ma maison. Vous m'avez expulsé sans raison. Quelques passants s'étaient arrêtés, curieux. Une femme blanche fronça les sourcils, mais recula sans un mot. Un homme consulta son téléphone, ignorant volontairement la scène. Personne ne s'approcha. L'idée qu'une femme noire puisse être PDG semblait plus invraisemblable que la version du garde. Maya sentit la solitude lui brûler la poitrine. Ce n'était pas seulement elle que l'on rejetait. C'était son histoire. Son succès. Son humanité. Ce jour-là, Maya comprit que l'humiliation n'avait pas besoin d'être bruyante. Elle pouvait être propre, froide, silencieuse. Elle pouvait s'enrober de politesse, s'habiller d'un protocole, mais elle restait une lame. Elle rentra chez elle bien plus tôt que prévu. La porte d'entrée se referma doucement derrière elle, et l'odeur familière de cannelle et de café réchauffa l'air. Elle déposa lentement son sac sur la console de l'entrée. Ses mains tremblaient. Elle n'avait pas pleuré, mais l'émotion refoulée montait, violente, comme une vague. David, son mari, l'attendait dans le salon. Un homme grand, aux traits doux mais décidés, avocat reconnu pour ses plaidoiries contre les injustices raciales. Dès qu'il la vit, il comprit que quelque chose n'allait pas. Il se leva d'un bond et la prit dans ses bras sans un mot. Qu'est-ce qui s'est passé? Maya s'écarta doucement, ses yeux humides mais fiers. Ils m'ont traitée comme une voleuse, David. Comme si j'étais invisible, comme si je ne méritais pas d'être là. Sa voix se brisa. J'ai tout fait comme il fallait. Tout. Et ils m'ont jeté dehors. David l'écouta sans l'interrompre. Puis il posa une main ferme sur son épaule, son regard grave. On va se battre. Tu ne peux pas laisser passer ça. Pas toi. Ces mots ne résonnaient pas seulement comme une promesse, mais comme un devoir. Un appel. Maya hocha lentement la tête. Elle pensa alors à toutes ces années passées à construire son entreprise depuis leur modeste appartement, aux appels froids, aux réunions où elle était la seule femme noire dans la pièce. Elle avait supporté les remarques, les doutes, les sourires condescendants. Elle avait gagné des contrats, embauché des équipes, créé de la richesse. Et pourtant, il avait suffi d'un regard, d'un préjugé, pour qu'on la réduise au néant. Avec l'aide déterminée de David, Maya décida de porter plainte contre la banque. Pas uniquement pour elle, mais pour toutes celles et ceux qu'on avait fait taire. L'intitulé de la plainte était clair: discrimination raciale, humiliation publique et atteinte à la dignité. Mais derrière ces mots juridiques, il y avait une douleur intime, un cri qu'on refusait d'ignorer. David, maître dans l'art de décortiquer les systèmes d'oppression, constitua une équipe redoutable d'avocats spécialisés dans les droits civiques. Il fouilla dans les antécédents de la banque, rassembla des preuves, obtint les vidéos de surveillance du hall et identifia les témoins présents ce jour-là. Le dossier s'épaissit, révélant un schéma inquiétant. La presse locale s'empara rapidement de l'affaire, d'abord timidement, puis avec une intensité croissante. Ce n'était plus simplement une femme expulsée d'une banque, mais une PDG noire humiliée dans un établissement censé garantir l'égalité et le respect à tous ses clients. Des éditorialistes s'interrogèrent. Des journalistes enquêtèrent. Et très vite, ce que Maya avait vécu apparut comme la partie visible d'un iceberg. Les témoignages affluèrent. Des femmes noires, des hommes, jeunes ou âgés, racontèrent leurs expériences similaires. Contrôle injustifié, regards suspicieux, refus de services déguisés en prétextes administratifs. L'onde de choc fut nationale.
Un mouvement de soutien se forma autour de Maya. Dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans les universités, les cafés, les foyers, son nom résonna. Des atacs se multiplierent. Almohadilla J. Suismaya, almohadilla Pasune intruse, almohadilla Mapleis estici. Des voix s'élevèrent pour dénoncer le racisme ordinaire, insidieux, quotidien, celui qui ne crie pas, mais qui enferme, qui humilie sans fracas, qui blesse en silence. Ce racisme feutré qu'on dissimule derrière des procédures, des soupçons légitimes, des erreurs malencontreuses. Le procès, très médiatisé, attira une foule nombreuse. Dans la salle d'audience, Maya entra avec lenteur, la tête haute. Elle portait une robe sobre, élégante, et un badge discret à sa poitrine, respect is not négociable. Quand elle prit la parole, un silence presque sacré s'installa. Je ne suis pas juste une cliente noire que l'on a expulsée. Je suis une femme. Une entrepreneuse. Une citoyenne de cette ville. Une mère. Une épouse. Une bâtisseuse. Je suis digne de respect et de justice. Et aujourd'hui, je parle pour celles et ceux qu'on fêtèrent chaque jour. Sa voix ne tremblait pas. Elle ne plaidait pas, elle affirmait. Elle ne demandait pas justice. Elle l'exigeait. Le juge, après avoir examiné les éléments accablants, les images de vidéosurveillance, les contradictions des employés de la banque, les nombreux témoignages, rendit son verdict. Condamnation de la banque pour discrimination raciale, versement de dommages et intérêts substantiels à Maya, et obligation de revoir ses protocoles de sécurité et de formation du personnel. Un audit indépendant serait mené, et des sessions de formation antiracisme rendues obligatoires. Mais pour Maya, la plus grande victoire ne figurait dans aucun jugement. C'était dans les regards qu'elle croisait à la sortie du tribunal, ceux des jeunes filles noires qui la serraient dans leurs bras en disant merci, des mères qui murmuraient « Vous nous avez redonné de la voix ». C'était dans les courriers anonymes de gratitude, les invitations à des conférences, les messages de soutien reçus du monde entier. Elle avait été vue, entendue, reconnue. Cette victoire dépassait sa propre personne. Elle était devenue un symbole de résilience et de dignité face à l'injustice. Maya accepta de prendre la parole dans des écoles, d'intervenir sur les plateaux de télévision, de collaborer avec des associations engagées contre les discriminations systémiques. Elle n'était plus seulement PDG de Johnson Innovation. Elle était devenue un porte-voix, une figure, une force. Et surtout, elle avait prouvé que l'injustice, aussi brutale soit-elle, ne pouvait pas effacer une identité, une histoire, ni une dignité. Au contraire, elle avait forgé une nouvelle détermination, celle de transformer la douleur en engagement. Et pour Maya, ce n'était que le début.